Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un roman de Michel Tournier, que j'étais intéressé par cet écrivain, par les nouvelles qu'on a lues de Michel Tournier. C'est un roman connu, s'appelle Vendredi ou La vie sauvage. En fait, c'est une réinvention de l'histoire de Robinson Crusoe, un aventurier anglais. En 1759, à l'âge de 20 ans à peu près, Robinson quitte la ville de York pour une aventure commerciale en Amérique du Sud, mais à cause d'un naufrage, toute l'équipe de la Virginie, c'est le nom de bateau hollandais avec lequel il faisait cette voyage, toute l'équipe sont perdues, sauf Robinson, qui se trouve seul dans une île déserte nommée Esperanza par Robinson. Tout seul, Robinson commence à construire une ville et le livre dessine tous les chagrins d'un homme solitaire et isolé pour appuyer sur l'importance de la vie sociale pour l'être humain. L'île déserte d'Esperanza est méconnue par les Occidentaux. Pourtant, de temps en temps, les Indiens y mettent les pieds pour leur tradition de sacrifice d'un membre de leur société. Lors d'une cérémonie de sacrifice, un jeune Indien mal fortuné fuit par l'aide de Robinson. Par conséquent, devient la compagnie de Robinson pour des années de vivre sur Esperanza. Robinson choisit un prénom pour lui, Vendredi. C'est le jour de sa libération. On lui apprend l'anglais, civilisation et la relation entre eux est une relation hiérarchique, c'est-à-dire Robinson est maître et Vendredi c'est le serviteur. Sous la supervision de son maître, c'est-à-dire Robinson, Vendredi travaille durement afin de civiliser cette ville déserte. Par la construction qui n'a pas de sens pour cet homme sauvage, c'est-à-dire Vendredi. Tournant est une explosion de poudre explosive qui détruit toutes les constructions de la ville. Cela rend Robinson désespéré de civilisation sur cette île. Et rendre Vendredi libre pour la deuxième fois dans sa vie. Donc, après cette explosion, c'est Vendredi qui gère l'île et la vie est moins sérieuse et plus joyeuse et plus naturelle sous la gestion à la sauvage de Vendredi. L'arrivée d'un autre bateau anglais s'appelle Whitebird est le dernier point tournant pour la vie de Robinson à l'âge de 50 ans à peu près. Le personnel de Whitebird lui raconte qu'entre-temps, les Anglais sont battus contre les Américains, révoltés pour leur indépendance. Cette rencontre avec les hommes civilisés ne lui a pas plu. Il a constaté les conflits entre les matelots sur l'or et l'argent, souvent terminés par un coup de sabre. Il a constaté les traces de fouettes sur le dos d'un mousse, aussi manque de respect des personnels à l'égard de la nature sur cette île. Robinson, déçu des hommes civilisés, décide de rester sur Esperanza pour le reste de sa vie, pour une vie plus pacifique et plus naturelle. Quant à Vendredi, séduit par ce grand bateau, il quitte Robinson dans la tombée de la nuit. La troisième libération de Vendredi, à mon avis. Le lendemain, Robinson ne trouve pas Vendredi dans l'île et en cherchant, il rencontre le jeune mousse, s'appelle John Neljapov. C'est après nommé Dimanche, c'est le jour où il a trouvé, le jour de sa libération, qui avait fui de Whitebird, en même temps que Vendredi fuit de Esperanza. Voilà tout ce que je voulais raconter à propos de l'histoire de cette conte. Par contre, je peux compléter cet résumé par
Le thème principal qui est abordé par Michel Tournier ici, c'est le mot sauvage qui est utilisé par les nouveaux arrivants dans l'Amérique du Sud et l'Afrique. Bien que ces habitants dans ces nouveaux continents ne sont pas sauvages, mais ce sont simplement à notre civilisation. Je pense qu'on peut le généraliser à tous, c'est-à-dire que toujours les nouveaux arrivants pour éventuellement penser ou utiliser le mot sauvage pour certains habitants, bien que c'est un mot qui n'est pas précis. Peut-être un mot plus précis dans cette histoire est une civilisation pour les Indiens, une civilisation moins développée parce que c'est encore une autre civilisation, ne sont pas vraiment sauvages. À la fin, j'ai trouvé une autre citation de Michel Tournier qui dit « Je suis convaincu que si quelque chose reste de ce que j'écris, cela s'appellera Vendredi ou la vie sauvage, Pierrot ou les secrets de la nuit ou Barbe d'or ». Je voulais partager avec vous à propos de ce livre de Michel Tournier. L'été s'approche, donc voilà une possible lecture d'été, si ça vous tente. La proposition, c'est de découvrir un écrivain qui s'appelle Manuel de Pedrolo. Pourquoi je vous propose cet auteur-là? C'est parce que c'est un écrivain engagé. Qu'est-ce que je veux dire par un écrivain engagé? C'est quelqu'un qui s'est toujours soucié de liberté individuelle et collective. Et c'est vraiment son thème majeur. Il travaille aussi d'autres thèmes, mais c'est surtout la liberté. Puisque lui, il a vécu que c'est d'être privé de liberté, et donc c'est un peu son appel au monde pour que ça n'arrive plus. Bon, je suis un peu triste parce que je voulais bien vous donner plein de livres qui lui appartiennent, mais la seule traduction en français disponible, c'est Les 12e matins du monde. Donc, il y a seulement un livre, alors que lui, il en a publié plus de 120 œuvres. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, s'il y a des traducteurs qui écoutent, il est faux. Donc, bon, de quoi il s'agit, Les 12e matins du monde? Les 12e matins du monde, il raconte une histoire où il y a deux protagonistes spécialement. C'est Alba, 14 ans, et Dida, qui a 8 ans. L'histoire commence, et vous allez voir là, ça tout de suite, que même si elle a été écrite il y a longtemps, elle continue à être à la mode. Parce que l'histoire commence après qu'une attaque d'extraterrestres a fait disparaître, semble-t-il, l'humanité tout entière. Comment est-ce qu'Alba et Didac ont réussi à survivre? C'est parce qu'à ces moments-là, ils sont dans l'eau. Donc, ils sont protégés. Mais lorsqu'ils sortent de l'eau, il n'y a plus personne. Et donc, bon, où est-ce que l'histoire se passe? L'histoire se passe dans un village fictif de la côte catalane que l'auteur Manuel de Pedrolo a appelé Benaura. Et bon, ils sont vraiment les deux tout seuls. Il y a juste les oiseaux, les insectes. Et donc, il va falloir qu'ils deviennent les nouveaux Adam et Ève et qui tentent de reconstruire la civilisation anéantie. Il faudra affronter, pour se faire, des extraterrestres, il faudra fuir les épidémies, il faudra défier les rudesses du climat ou les risques de pénurie alimentaire. Donc, vous voyez, c'est un peu les séries actuelles que maintenant on peut voir un peu partout, sur toutes les plateformes. Donc, il continue, il a été un écrivain visionnaire. Même beaucoup de temps avant, il savait déjà que des gens parleraient de tout cela. Quels sont les thèmes qu'il aborde? Responsabilité humaine, catastrophe, construction. Bon, il aborde tout cela. C'est pourquoi vous proposez donc Manuel de Pedrolo? Parce qu'il a été aussi traducteur de Sartre. Donc, ça a été un écrivain qui il a toujours été en contact avec d'autres auteurs parce qu'il en faisait aussi la traduction. Si même si maintenant il y a juste les 12e matins du monde en français, il faut aussi les chercher dans d'autres langues parce que c'est quelqu'un qui a toujours veillé pour sa famille et pour
son pays. Et il a vraiment travaillé dans tous les secteurs, hein, parce que sa passion était écrire, mais il fallait aussi payer hein, les autres choses de la vie. Hein. Donc, il a vraiment travaillé dans tous les domaines aussi hein, pour assurer donc, la vie familiale. Et il a même été détective. Et il dit de cela que tout le monde a besoin de l'oreille d'un inconnu hein, pour vraiment être franche. Et donc, je pense que donc, il a un côté humain hein, très profond, cet auteur-là. J'aime beaucoup qu'il a voulu vraiment que les gens gardent en mémoire que tout écrivain hein, doit être engagé avec la société où il vit et il doit essayer de la transformer à partir de son œuvre. Oui. Donc, bon, hein, un petit morceau hein, comme cadeau. Ils débarquèrent sur une petite plage, sur les chemins d'Anacapri, où il y avait plein d'étoiles de mer. Et comme partout, une grande quantité d'oiseaux, les seules créatures bruyantes, avec eux deux, dans un paysage qui reposait comme suspendu dans les temps. Tant de beauté en arrivait presque à leur serrer le cœur. Et Alba, prenant un ton étrange, dit « Et dire que sans ces cataclysmes, nous n'aurions jamais vu ça ?» Dida rétorqua « Peut-être que si, une fois adulte. » Mais elle songea qu'une fois adulte, Didac aurait été un salarié pauvre, un mécanicien peut-être. Et elle, qu'aurait-elle été, elle? Bonjour encore une fois. J'aimerais bien vous présenter le livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est un long titre. Mais c'est pas mon livre préféré, mais le livre est précieux pour moi parce que c'était un cadeau de mon partenaire tandem de Paris. Oui. L'auteur s'appelle Raphaël Giordano et le livre a été publié en 2015. Et j'aimerais bien commencer avec une citation parce que l'auteur commence le livre avec une citation. Je rêve que chacun puisse prendre la mesure de ses talents et la responsabilité de son bonheur, car ils n'ont rien de plus important que de vivre une vie à la hauteur de ses rêves d'enfant. Oui, alors vous pouvez déjà remarquer que le livre est de la catégorie développement personnel. Et la figure principale est Camille. Camille a un travail, une famille, elle est contente, mais pour Camille, quelque chose manque dans sa vie. Et c'est pourquoi elle se sent coincée dans la routine et elle veut retrouver le chemin de la joie. Et ce qui me plaît beaucoup dans le livre, ce sont les phrases en gras, écrites en gras, qui présentent des conseils, des astuces. Ce sont des phrases d'un routinologue qui s'appelle Claude Dupontel. Et il y a des phrases comme « Le changement est une porte qui ne s'ouvre que dans l'intérieur ». Oui, et très vite, la protagoniste découvre son nouvel état d'esprit qui est positif et elle visite ce routinologue pour avoir une aide. Et le routinologue l'aide avec des schémas. Par exemple, ils construisent ensemble une route pour changer sa vie positivement. Et il lui présente un graphique avec deux types de cercles. Le cercle vicieux dans la pensée négative et le cercle vertueux qui contient l'enthousiasme communicatif, par exemple. Oui.
Je ne connais pas beaucoup le déroulement parce que je n'ai pas fini le livre, mais je suis très contente de lire le livre. Oui, merci beaucoup. En fait, je veux présenter un livre qui est créé par un écrivain chinois, Wang Shuo. Donc, j'ai pas le livre version française à côté parce que je lis en chinois et après je cherche, je trouvais il traduit en français, donc je dis c'est bien. Donc, le livre il s'appelle Feu et glace. Il est très fin, il est juste 168 pages. Et ce livre est écrit en 1986 et traduit et publié en français en 1998. Donc, c'est un roman. Il est divisé en deux parties. Il illustre le paradoxe de la vie amoureuse d'un jeune Chinois qui vit de criminalité. Donc, la figure principale est Wang Yao. Donc, il est un marginal avec un copain. Il a monté un trafic douteux pour gagner de l'argent facile sans travailler. Ils envoient des femmes séduire des hommes et elles l'entraînaient dans des chambres d'hôtel pour Wang Yao et son copain pour ensuite faire chanter ces hommes déguisés en policières. Donc après Wang Yao, il rencontre une jeune fille, Woody, donc c'est une jeune étudiante et qui aspire à la vie. Donc elle tombe amoureuse de lui et lui ne tient pas à elle. Donc il l'entraîne dans sa vie de délinquant. Donc elle finit par se suicider. Après cette histoire d'amour fou, donc la deuxième partie dans le livre, il devient alors celle d'une recherche de rédemption. Voilà, donc c'est un récit extrêmement bien mené et qui fait tout de suite sensation par sa violence et son nihilisme. Donc je veux présenter ce livre parce que quand nous parlons de littérature chinoise, donc les premières impressions soit des livres très anciens comme les Confucius ou les taoïsmes ou les littératures modernes, mais ils racontent toujours des histoires douloureuses et profondes, comme des guerres, les révolutions culturelles en Chine ou les catastrophes minières ou la souffrance des femmes chinoises, etc. Mais cette histoire semble relativement décontractée et elle raconte le phénomène social de Chine contemporain. Voilà, et les conditions de vie des jeunes et leurs difficultés à trouver leur place face à un développement très très rapide en Chine. Donc lui, l'écrivain Wang Shuo, donc il a créé ce style d'écriture, j'aime bien, et qui n'est jamais apparu en Chine avant. Donc il s'appelle la littérature oligan. Donc c'est oliganisme. Donc il raconte les pensées et les comportements des personnes au bas de la société et leurs attitudes. Donc il décrit les conditions de vie les plus courantes et les plus typiques des gens du bas. Donc ainsi leurs conflits et aussi enchevêtrement émotionnel. Voilà. Donc, je veux bien vous découvrir ce petit livre. Donc, mon livre, j'ai en train d'écrire et il va publier officiellement en juin. Donc, c'est un livre, il s'appelle « À la capitale des fleurs, les étudiants chinois à Paris de la première moitié du XXe siècle ». Voilà, donc il est écrit par 3 auteurs, dont moi et 2 amis. Donc, il raconte des étudiants qui vivent
et qui vit à Paris au début du XXe siècle. Donc, les premières étudiants en France, donc ils sont venus en 1902 et ils envoyés par le gouvernement chinois. Voilà. Et donc, à l'époque, il y a deux groupes d'étudiantes. Le premier, ce sont des étudiants travail-études. Donc, il vient en France, mais il a besoin d'abord travailler 2 à 3 ans pour gagner des sous pour soutenir l'étude. Et la deuxième partie, ce sont des étudiants qui soutiennent par les instituts franco-chinois. C'est un institut soutenu par le gouvernement français et chinois. Donc, il y a à peu près 500 étudiants chinois, ils viennent de ces instituts. Donc, ils soutiennent par la bourse. Avant ils arrivent à Paris, donc ils ont beaucoup d'imaginaire de Paris. Par exemple, ils pensent que Paris est une ville de sexe, par exemple. Et aussi, quand les gens arrivent, les étudiants arrivent à Paris, donc je vous lis une citation très connue par un poème chinois. Il vient d'un poème chinois. Donc il a dit ceux qui sont allés à Paris n'auront plus d'envie de se rendre au paradis. Et ceux qui auront goûté Paris, franchement, ils perdront même toute curiosité pour l'enfer. Voilà. Et donc, à cette époque, donc, il vient totalement à peu près 2000 étudiants à Paris et la plupart, ils sont rentrés en Chine dans différents domaines. Mais ils sont devenus des personnes très, très importantes en Chine, notamment dans le domaine médecin ou politique ou l'art. Donc, il y a 4 étudiants qui vivent à Paris. Donc, vous savez, à l'époque, c'est différent. À côté, c'est Beaux-Arts de Paris. L'autre côté, c'est Montparnasse, le quartier Montparnasse. Donc, les deux, c'est les deux styles. Un est classique, un est plus moderne. Donc, les étudiants chinois, ils rentrent à Paris. Donc, il est aussi divisé en 2 parties, moderne et classique. Donc, il construit les écoles de beaux-arts en Chine, donc dans différentes régions. Donc, les étudiants, ils deviennent les chefs. Et aussi, il enseigne beaucoup d'étudiants. Donc, divisé en 2 parties, donc il conflit longtemps, jusqu'à maintenant. Voilà. Et donc, c'est une livre intéressante. Donc, vous verrez. Merci beaucoup. Oui,